Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Farid Benyetou ne s'exprimera plus dans les médias. L'ancien mentor des frères Kouachi, connu à l'époque sous le nom d'Émir des Buttes-Chaumont, a décidé de se faire discret désormais. Il faut dire que ses dernières sorties n'étaient pas passées inaperçues. Invité sur la chaîne C8 samedi dernier dans l'émission de Thierry Ardisson, il avait provoqué l'indignation de l'Association française des victimes de terrorisme en affirmant « Je suis Charlie ». J'ai pris conscience, écrit-il dans un communiqué publié avant-hier, que mes apparitions médiatiques ont mis plusieurs personnes mal à l'aise. Et puisque je ne cherche pas à offenser qui que ce soit à travers mes propos, j'ai donc pris la décision de ne plus intervenir publiquement à compter de ce jour. Dans un livre qu'il a coécrit avec l'anthropologue Dounia Bouzar, Farid Benyetou raconte son itinéraire, celui d'un djihadiste repenti, soucieux, dit-il, d'aider la société française à lutter contre le fanatisme islamiste en mettant son expérience au service des programmes de déradicalisation. Une démarche dont beaucoup remettent en cause la sincérité. Benyetou est-il vraiment devenu inoffensif ? A-t-il vraiment tiré un trait sur son passé ? Cette question, elle va forcément se reposer à l'avenir. Le nombre de djihadistes partis combattre en Syrie et qui reviennent en France est en constante augmentation. Pour l'heure, la réponse à ces retours est avant tout pénitentiaire. Mais que se passera-t-il une fois qu'ils seront sortis de détention ? Terroriste un jour, terroriste toujours. C'est la question que nous allons poser ce soir à nos invités, à commencer par vous, Dounia Bouzar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes anthropologue, vous avez fondé le Centre de prévention contre les dérives sectaires liées à l'islam. Vous le dirigez toujours, c'est une association qui était mandatée jusqu'en août dernier par le ministère de l'Intérieur, puis vous avez décidé de reprendre votre autonomie. Et vous co-signez donc avec Farid Benyetou Mon djihad, itinéraire d'un repenti, qui vient d'être publié aux éditions Autrement. Pour discuter avec vous, Antoine Mégy, bonsoir. Bonsoir. Maître de conférences en sciences politiques à l'université de Rouen. Vous êtes notamment expert auprès de l'École nationale de la magistrature. Et parmi vos thèmes de recherche, les procès antiterroristes que vous suivez depuis un peu plus de 2 ans désormais. Et puis nous allons bientôt avoir au téléphone Farhad Khosrow-Khavar. On essaie de le joindre, ça devrait être assez imminent. Il est sociologue, directeur d'études à l'EHESS. Il travaille notamment sur la radicalisation en milieu pénitentiaire. Je voudrais qu'on commence avec vous, Dounia Bouzar, et cette décision donc de Farid Benyetou, qui a fait de la prison pour avoir formé de jeunes gens il y a quelques années de cela à faire le djihad, et qui a donc décidé de ne plus intervenir dans les médias, parce que c'est vrai que ces interventions ont suscité, on va dire, pour être à minima une grande incompréhension, voire chez certains de l'indignation. Est-ce que vous vous attendiez d'abord ? Est-ce que ça suscite de telles réactions ? Non, pas du tout. Au contraire, c'est-à-dire que quand Farid Benyetou m'a contacté il y a 1 an, c'est vrai que immédiatement, comme j'étais sous protection, les forces de police m'ont déconseillé de l'approcher, voire m'ont interdit pour ma sécurité. C'est vrai qu'immédiatement, j'ai demandé s'il y avait un seul indice qui permettrait de penser que depuis 6 ans, sa sortie de prison, il soit pas complètement stabilisé, et qu'on m'avait clairement indiqué qu'il y avait rien, pas un coup de téléphone, pas un mail, qu'il avait donc repris ses études d'infirmier, que pour le moment, du fait qu'il y avait eu cet attentat des frères Kouachi auquel il était lié il y a 8 ans, il était interdit de retravailler, donc il avait finalement un diplôme dont il peut pas se servir. J'ai donc parlé avec lui pendant 6 mois, par téléphone uniquement, et puis quand j'ai vu le niveau de recul et d'analyse qu'il avait par rapport aux autres repentis, puisque moi j'avais expérimenté cette fameuse méthode avec déjà des repentis qui étaient beaucoup moins stables, qui étaient des gens qui venaient juste de rentrer de Daesh, qui avaient à peine fait le deuil du groupe, pas forcément le deuil de l'utopie, de l'idéologie djihadiste. Donc celui-là, il était stabilisé, il avait du recul, il savait nommer les choses, déconstruire, et du coup, très vite, il me disait, je dois une dette morale à la France, mais 4 ans de prison, ça ne comble pas ma repentance, il faut que je vous aide à combattre maintenant. Et du coup,
j'ai insisté pour qu'on puisse finalement publier très vite et notamment avant cette fameuse date de deuil, parce que pour moi, on travaillait dans le sens des victimes, c'est-à-dire plus jamais ça, plus jamais un Charlie Hebdo, un Hypercacher. Et pour moi, c'était un élément du débat. Et qu'est-ce qui a fait, Dunia Bouzard, que vous n'ayez plus, qu'est-ce qui a fait que vous n'ayez plus aucun doute sur sa sincérité, sur, appelons ça, sa déradicalisation? Alors déjà, vous savez, le problème de cette fameuse taquilla, cette fameuse dissimulation, c'est vraiment le nœud de la question du djihadisme, du terrorisme en général, même quand c'est pas lié à l'islam. Ils sont très très forts là-dessus. Il faut savoir qu'ils adaptent des techniques de dissimulation aux grilles institutionnelles des acteurs mandatés par les préfets et qui vont pas avoir la même dissimulation si c'est un psychologue qui les prend en charge ou si c'est un éducateur. Donc je sais que j'ai étudié ça, j'ai été dans ces réseaux-là. Là, quand quelqu'un arrive à comment dire, vous donner ce que j'appelle les secrets de l'idéologie, les petites ficelles, les univers symboliques, et vous permet vraiment de construire des outils, c'est compliqué de se dire qu'il est dans la dissimulation, puisque lui-même il prend un risque énorme, il se met en plus sous les feux du projecteur, mais aussi face à Daesh et Al-Qaïda. Comment est-ce que vous expliquez, vous, Antoine Mégy, qu'il y ait pu y avoir cette vague de suspicion à l'encontre de cet individu? Alors, je ne sais pas si vous connaissez particulièrement son dossier, peu importe, mais c'est plus en termes de, comment dire, on va dire, d'acceptation de la parole de quelqu'un qui se dit repenti dans un contexte où la France reste toujours sur une très forte menace terroriste. Effectivement, je me prononcerai pas sur ce cas précis, mais la figure du repenti, puisque c'est comme cela que le cas de Monsieur Benyetou a été présenté. La figure du repenti, elle est assez centrale depuis toujours dans les affaires dites de terrorisme. Si on prend les périodes historiques sur ces questions en Italie, en France, avec Action Directe par exemple, la question du repenti n'existe pas. Et là, on a affaire à des affaires de terrorisme dits djihadistes qui sont extrêmement récents, avec une mémoire politique et une mémoire de l'opinion publique qui est encore à vif sur ces questions. C'est vrai que moi, avec ma collègue Ariane Jossin, on observe une autre dimension, c'est-à-dire le traitement judiciaire. Et dans le traitement judiciaire, la figure du repenti n'existe pas encore d'un point de vue légal, de toute façon. Elle a été introduite sur des questions de criminalité organisée, mais dans le terrorisme, cette figure du repenti, elle a eu beaucoup d'hésitations et de débats politiques. Et dans les jugements, actuellement, les personnes qui sont dans des filières et qui sont revenues et qui peuvent montrer, selon les grilles édictées tout à l'heure, un désengagement, je préfère au terme de déradicalisation, un désengagement, ces personnes-là obtiennent des peines d'enfermement pour 6 à 8 ans. Parce qu'il y a de la suspicion du côté du monde judiciaire ou davantage une forme de désœuvrement, c'est-à-dire ne pas savoir très bien comment traiter un sujet qu'on a du mal à évaluer. On juge non pas au départ la dangerosité de la personne, on juge les faits qu'elle a commis. Ces faits aujourd'hui ils sont criminalisés, c'est-à-dire départ sur une zone de guerre, la Syrie, l'Irak, et participation à une entreprise terroriste. Ensuite, bien évidemment, dans le cadre des audiences, la question de la dangerosité se pose. Et c'est là où toutes les grilles qui sont inscrites dans notamment l'administration pénitentiaire peuvent jouer un rôle. Mais on ne juge pas juste la dangerosité, on juge aussi des faits que l'opinion publique et que le politique a criminalisés. Il faut d'ailleurs rappeler que les faits ont valu à Farid Benyetou d'être condamné, de faire 6 ans. D'être condamné 6 ans, de faire 4 ans de prison. C'est ça, voilà. Et donc aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la façon dont on peut réinsérer. Nous a rejoint au téléphone Farhad Khosrow-Khavar. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur d'études à l'EHESS, directeur par ailleurs de l'Observatoire des radicalisations à la Maison des sciences de l'homme, et vous venez de publier chez Robert Laffont une somme, Prison de France, prison au pluriel. Nous évoquions avec Dunia Bouzard et Antoine Mégy à partir de la figure de Farid Benyetou, la difficulté qu'il peut y avoir pour des gens qui se disent déradicalisés, pour rester sur ce terme, à faire accepter leur déradicalisation au reste de la société. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez également à travers vos travaux ?
Le problème est que on n'a pas, pour ce qui est du cas du djihadisme, si vous voulez, on n'a pas suffisamment de profondeur historique. On a depuis 2013 un afflux énorme de jeunes vers la Syrie, plusieurs centaines, vraisemblablement entre 1200 et 1400 pour la France. On n'a pas assez de possibilités, si vous voulez, pour apprécier ce qu'on pourrait appeler la figure du repenti. Mais on a d'autres cas. On a, je veux dire, historiquement, le djihadisme n'est pas le premier terrorisme qu'on connaisse. On a des cas, néonazisme, on a l'extrême gauche, on a d'autres, l'anarchisme. Bref, on constate que il y a des figures qui ne sont pas nécessairement des figures de repenti, mais qui sont des cas où l'individu ne passe plus à l'acte violent après, mettons, quelques années de séjour en prison ou après une certaine période de temps qui peut aller de 5 à 10, 15 ans. Je veux dire, on peut garder son idéologie radicale, mais ne plus passer par l'action violente. Le cas du repenti est un cas à part. C'était quelqu'un qui a reconnu avoir eu tort, qui pense qu'il faut faire quelque chose pour réparer le tort causé, notamment en avertissant les autres, surtout les jeunes, de ne pas aller dans ce sens. Et ça, je crois que c'est un cas extrêmement important et on a besoin des repentis. Maintenant, le problème est de savoir comment distinguer le vrai repenti, l'authentique repenti, du faux repenti, parce qu'il y en a. Alors justement, sur cette question on a besoin de repenti, on voit bien à quel point justement la difficulté d'accepter peut-être politiquement et socialement cette figure du repenti dans un contexte extrêmement tendu de menaces terroristes peut être quoi? Alors peut être poser problème dans l'aide qui pourrait être apportée aux enquêteurs, à la justice, à la police, Donia Bouzard, pour essayer à la fois de faire avancer des enquêtes, mais aussi pour surtout peut-être aider soit à déradicaliser certains jeunes, soit à les empêcher de passer à l'acte. Ce qui est important d'abord, c'est de peut-être de définir qu'est-ce que ça veut dire justement désengager ou déradicaliser. Dans le livre, Farid l'explique très bien. Finalement, il se rend compte que quand il m'appelle en octobre dernier, il s'était désengagé. C'est-à-dire qu'il avait fait le deuil du groupe d'Al-Qaïda. Octobre dernier, c'est octobre 2015. C'est ça. C'est ça. Autrement dit, il explique dans le livre que finalement, il en est où à cette époque-là? Il en est à se dire que le groupe d'Al-Qaïda, auquel il s'est soudé, ne comblera pas son idéal d'utopie, de monde utopique, avec la loi divine, parce que ce sont pas les bonnes personnes. Mais il l'explique très bien à la fin du livre, reste encore quelque part dans une case de son esprit l'idée que seule la loi divine peut faire un monde meilleur, non corrompu. Donc il s'est pas complètement déradicalisé, il a fait le deuil du groupe, mais il n'a pas fait le deuil de l'utopie. Et ce deuil de l'utopie, il le fait que en écrivant le livre avec moi, enfin en me parlant, puisque finalement on enregistre. Et à la fin, quand il vient voir mes 30 jeunes en juin dernier, qu'il voit à quel point chaque jeune a une subjectivité de la compréhension de son idéologie, que tout d'un coup il réalise et il dit, mais en fait, à chaque fois qu'on parle de loi divine, c'est de l'humain. C'est toujours l'humain qui interprète. Et au fond, qu'est-ce que c'est dur. Il n'y a pas de monde utopique avec la loi divine. Donc, vous avez pu mesurer justement son utilité, disons, par rapport à ces jeunes que vous accueillez. Bien sûr, j'y viens. Quand quelqu'un a fait ce double deuil, ce double désengagement, à ce moment-là, il peut vous aider pour des jeunes qui ont le même profil que lui, parce que vous ne pouvez sortir quelqu'un de cette utopie que si vous tenez compte de son motif d'engagement. Le motif d'engagement, c'est quoi? C'est l'idéal qui lui a été présenté par le discours radical pour qu'il adhère à cette idéologie. Vous n'avez pas les mêmes motifs. Il y a ce que j'appelle une individualisation de la radicalisation actuelle. Aux jeunes qui a la haine, on va proposer un idéal de vengeance ou de vengeance du faible sur le fort. Aux jeunes qui a besoin d'être utile, on va proposer un idéal missionnaire, etc. À peu près 8 ou 9 motifs d'engagement. Si vous avez besoin des repentis, pourquoi? Parce que vous allez aider le radicalisé. C'est en fait en écoutant les doutes
du repenti que le radicalisé va prendre conscience de son décalage entre l'idéal qui lui a été promis, son besoin personnel et la réalité du groupe terroriste, le projet d'extermination. Et c'est en écoutant les doutes du repenti qu'il va faire sa propre rétro-analyse. Personne ne peut la faire à sa place. Farhad Khosrow-Khavar, dans les programmes de déradicalisation qui sont menés notamment en milieu pénitentiaire, est-ce que vous diriez qu'on sous-utilise peut-être les repentis? Alors vous évoquiez la difficulté qu'il y a à mesurer la réalité justement et la sincérité de ceux qui se disent repentis, de ceux qu'ils sont vraiment, mais comment est-ce qu'on gère cette question? Pour le moment, on est dans une période de gestation. Je veux dire, ça a à peine commencé. Il y a eu un changement. On a mis fin à une expérience. On a ouvert la perspective d'une nouvelle expérience. Je crois que le problème pour l'administration pénitentiaire, c'est que si elle se trompe sur la personne, après les conséquences seront ravageuses. Regardez cette juge qui a de bonne foi, et pourtant je suis persuadé qu'elle l'a fait tout en étant convaincue que ce jeune, c'était Kermiche, je crois, qui avait dit qu'il était repenti, qu'il voulait refaire sa vie, etc. Donc il l'a laissé sortir de la prison et il a tué le prêtre Hamel, si vous voulez, à Saint-Nicolas de Rouvray, si mes souvenirs sont exacts. Et donc le problème de l'administration pénitentiaire, c'est le faux repenti. Comment le savoir? Donc si on fait confiance à quelqu'un dont on n'est pas sûr, une administration, si vous voulez, beaucoup plus vulnérable qu'un individu. Moi, j'ai rencontré Benyetou pendant 2-3 heures. Je pense individuellement, personnellement, qu'il s'agit d'un repenti authentique, qu'il s'agit d'un repenti sincère. Mais il se peut que je me trompe. Je veux dire, personne n'est à l'abri d'un jugement biaisé parce qu'un certain nombre de jeunes qui veulent agir de manière violente peuvent jouer sur ce tableau-là. Et l'administration pénitentiaire se méfie de ces cas-là parce que s'il arrive, après, regardez ce que fera la presse, ce que feront les médias, ce que fera l'opinion publique, et ce sera très très dangereux. Donc c'est une administration qui est conservatrice sur ce plan. Je la comprends en partie, mais il faudra dans l'avenir que l'on table sur les repentis. Je crois qu'il y a un moyen pour savoir si quelqu'un est repenti ou pas, c'est qu'il ait fait publiquement acte de contrition et surtout qu'il ait écrit un livre seul ou avec l'aide d'un journaliste ou de quelqu'un, par exemple. Ce qui correspond exactement à ce que vient de faire justement Farid Benyetou. Et qui en a fini avec la prison quand même. Il n'a rien à demander. Il a terminé avec la police et la justice, Benyetou. Oui, mais on peut très bien, je veux dire, Benyetou, moi je crois sincèrement qu'il veut réparer les dégâts commis, même s'il garde un fond d'idéologie, mais peu importe, on ne demande pas aux gens de renoncer à l'idéologie, on leur demande de renoncer à la violence, c'est pas la même chose. Et donc, moi je crois sincèrement qu'il peut très bien servir. Il y a par exemple le cas de Madame Passoni en Belgique, qui a été en Syrie avec son mari, de retour, évidemment, elle a été condamnée à 3 ans de prison et qui a écrit un livre. Or, quand on écrit un livre comme ça, on est grillé dans les milieux, si vous voulez, radicaux. Et quand on agit, quand, par exemple, cette femme a aussi enlevé le voile intégral, etc. Bon, bref, ces actes vous mettent dans une situation où vous ne pouvez plus agir avec le groupe djihadiste comme par le passé. Voilà, parce qu'on n'avance plus masqué. Cet acte de rupture, à savoir dire publiquement qu'on a eu tort et surtout aller voir des jeunes pour les dissuader, c'est un pas vers ce que j'appellerais, moi, une sincérité conditionnelle. Antoine Mégis, qu'évoquait Farhad Khosrow-Khavar, c'est-à-dire cette crainte de l'administration pénitentiaire, finalement, de se tromper et de mal juger certains itinéraires, certaines personnes, en considérant que, voilà, peut-être ils se sont affranchis de cette violence et que finalement, ils y retournent. Est-ce que cette crainte-là, elle permet de comprendre les décisions de justice qui sont prises dans les nombreux dossiers de terrorisme qui se retrouvent justement au tribunal et qui vont être de plus en plus nombreux parce qu'ils s'accumulent aujourd'hui? Alors effectivement, il y a une vraie pression sur les administrations, qu'elles soient pénitentiaires ou l'administration de la justice. Il y a une pression de l'opinion publique, du politique et des médias. On le voit bien au niveau de la politique pénale qui est menée, au niveau des autorités judiciaires, puisque il y a eu toute une série de nouvelles lois qui ont été adoptées cet été et qui ont
vont entraîner des transformations profondes dans la durée des peines. Donc on parle là aussi de la question de la récidive. Donc on met des peines beaucoup plus longues sur les filières djihadistes puisqu'on criminalise une partie des départs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils étaient jugés en tant que délit. Avec des peines incompressibles aussi. Avec des peines incompressibles, avec justement là on retrouve cette question de la récidive avec des peines de sûreté. En général, on a une jurisprudence depuis un an maintenant de 2/3 de peine de sûreté. Mais justement, on voit aussi une pression du politique. Les déclarations politiques d'un candidat à la présidentielle pendant un journal de 20 heures expliquant que dans un cas assez particulier, finalement, ce djihadiste était condamné à 8 ans alors que c'est 10 ans et n'allait faire que 2 ans et demi, 3 ans et demi. On voit bien que là, on est dans une dénonciation classique du laxisme de la justice, mais qui ne correspond absolument pas à la réalité et à la position justement des magistrats. Donc, on a une justice sous pression avec un management des affaires. On a vraiment une logique de flux qui n'a jamais été connue. Donc, il y a ça qui explique les décisions. Il y a aussi une jurisprudence. On parle beaucoup de cas personnels ici. Mais il faut bien comprendre que la justice, elle se rend par rapport à des groupes et par rapport aussi à un collectif. Et donc, on a une dimension de jurisprudence qui s'applique. Et aujourd'hui, les départs en Syrie qui ont eu lieu entre 2012 et 2015, puisqu'après 2015, c'est criminalisé, donc au-delà de 10 jusqu'à 20 ans. Aujourd'hui, la jurisprudence, c'est des réquisitoires du parquet entre 5 et 10 ans. 5 ans quand vous arrêtez aux frontières ou qu'on n'arrive pas à bien déterminer si vous êtes passé de l'autre côté, et 10 ans au maximum lorsque là, on a la participation à un groupe terroriste, mais aussi la dimension de la dangerosité qui pèse dans le jugement et dans la peine. Et c'est peut-être d'ailleurs, Antoine Mégis, cette jurisprudence, alors qui peut expliquer le niveau des peines qui a été prononcé récemment dans un procès, celui de 4 membres de ce qu'on a appelé la filière d'Albertville, donc 4 personnes condamnées à des peines de 6 à 8 ans de prison. Ils ont été jugés. Pour l'instant, c'est requis. Ah oui, pardonnez-moi. Oui, vous avez raison, c'est requis. Vous avez raison de la préciser. C'est requis. Laissons la justice rendre son. Voilà, les peines requises, c'est ce que je voulais dire. Voilà, 6 à 8 ans de prison. En tout cas, passé en jugement pour avoir été en Syrie en 2014. 3 d'entre eux disaient regretter, voilà, et vraiment faire amende honorable. Il y a 2 des prévenus qui comparaissaient libres. Et écoutez ce que disait sur France Bleu il y a quelques jours de cela l'avocat d'un des prévenus, maître Ali Belker. Même si les personnes reviennent d'elles-mêmes et qu'elles disent qu'elles regrettent, qu'elles sont même prêtes à coopérer, par exemple, pour essayer de discuter avec des jeunes, pour leur expliquer que c'est le mauvais chemin, le tribunal n'en tient pas compte. On tient compte uniquement de ce qui s'est passé il y a 4 ans et on ne veut plus voir les suites. On ne veut plus voir les suites. Comme même il est changé, il y a eu ça il y a 4 ans parce que nous sommes toujours dans l'optique de la potentialité dangereuse. Voilà, il y a eu ça, c'est extrêmement dangereux, il y a une potentialité. Malheureusement, c'est très compliqué pour nos avocats parce que même si on vient vous démontrer noir sur blanc qu'il n'y a plus rien d'anxiogène, il n'y a rien de criminogène, on reste sur toujours cette potentialité, donc malheureusement le repentir ne satisfait pas les magistrats. Qu'est-ce que vous pensez les uns et les autres de cette notion de potentialité dangereuse, Antoine Mégis ? Sur cette affaire, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une confrontation des agendas, parce que là on a pour la première fois peut-être, des audiences avec des personnes qui peuvent endosser la figure du repenti, beaucoup moins médiatique que Monsieur Benyetou, mais qui sont potentiellement dangereux peut-être, mais aussi potentiellement des repentis. Et là, pour paraphraser ces hommes politiques, je dirais que la justice a été peut-être encore un peu plus courageuse que le politique et que les médias, puisque les peines qui ont été demandées, certes, sont lourdes, mais il n'y a pas de peine de sûreté. Et c'est assez rare dans ces procès. Donc on reste sur des réquisitoires et demander avec des mandats de dépôt qui sont lourds, de la prison ferme, mais sans peine de sûreté. Maintenant, la question c'est de savoir déjà, c'est difficile de se prononcer sans le jugement, et puis il faudra bien voir à un moment donné la réaction du politique. Et la réaction du parquet, donc, puisque le parquet fait appel en général lorsque les peines requises n'ont pas été données. Daniel Bozard. Je pense qu'on a un problème d'outils scientifiques pour tout ça. On est beaucoup dans l'affectif, on a tous été terrorisés, les gens ont quand même besoin d'un coupable. La plupart des terroristes, quand ils font des attentats, meurent en même temps, donc ne peuvent pas rendre de compte. Le seul qui est vivant, Salah Abdeslam, il a refusé de parler après avoir promis qu'il allait donner des secrets, donc finalement il nous sert pas à grand-chose. C'est vrai que la question de la potentialité dangerosité, pour tous ceux qui sont vivants et avec qui on peut discuter, j'ai l'impression
l'impression quand même qu'on va se cristalliser sur eux. Et puis voilà. Donc il y a un problème d'outils scientifiques, de critères scientifiques, d'indicateurs scientifiques. Comme on a et en même temps, on travaillé. comprend qu'une société éprouve le besoin de se protéger a priori. Mais elle se protégera d'autant mieux que si elle se trompe pas, parce qu'il est évident que l'erreur judiciaire est contre-productive pour ces choses-là. Donc on pourrait, moi je pense, installer un peu des outils scientifiques en croisant les regards, au lieu que chaque chercheur impose sa vision unilatérale et que ça fasse des guerres de pouvoir. Je pense aussi qu'il faut dépolitiser, ou plutôt politiser au sens noble. Mais l'islam a été un objet politique pendant longtemps. Là, la lutte contre le terrorisme est devenue un objet politique avec les élections, et je pense aussi que c'est contre-productif. Mais tout ça, ça demande du temps, et la justice aujourd'hui, on lui demande d'agir vite. Il y a des procédures immédiates, et puis il y a une véritable urgence, qui est une urgence simplement sécuritaire à traiter ces dossiers. Donc oui, ce sont des agendas qui sont difficilement compatibles. La finalement. question du temps, elle est fondamentale, parce que autant on a besoin d'urgence par moment, autant moi, de la même façon, j'ai des jeunes qui ont été en apologie du terrorisme il y a 2 ans, qui avaient 16 ans, qui sont restés à l'extérieur en contrôle judiciaire, et on leur ressort les dossiers vieux d'il y a 2 ans, alors qu'entre-temps, ils ont chacun déradicalisé 10 personnes en témoignant, ils ont repris leurs études, ils ont fait le deuil du groupe, ils ont fait le deuil de l'idéologie, et à ce moment-là, il y a des fois un grand décalage au moment de l'incarcération qui finalement finit par tomber parfois, selon les profils et selon les histoires. Donc, il y a la question du temps, pas trop tard, pas trop tôt. C'est aussi une des questions à améliorer, on va dire. Farhad Khosrow-Khavar, une décision judiciaire qui intervient au mauvais moment, en tout cas trop tardivement, ou alors qui est, disons, mal calibrée peut-être, est-ce qu'elle peut en tout cas avoir un effet de renforcement de la radicalisation ? C'est-à-dire envoyer en prison, est-ce que ça peut aussi être contre-productif ? D'abord, c'est quand même, ça arrive assez souvent. D'ailleurs, ce n'est pas de la faute de la justice, c'est la faute de la législation et la faute des lenteurs. Moi, j'ai eu plusieurs cas comme ça que j'ai analysés dans le livre dont vous avez parlé. Il y a un décalage. Les individus changent, ils peuvent aller dans le bon sens et on les punit en quelque sorte pour ce qu'ils ont fait avant. Ça, en un sens, on peut dire que un individu est responsable, même s'il change, il doit assumer en quelque sorte la responsabilité de ses actes passés. Mais il faudrait que la justice soit vraisemblablement plus clémente dans ces cas-là, quitte à ce qu'on leur demande de se racheter en faisant des témoignages, en faisant des procédures aidant les autres jeunes à renoncer à la violence. Bref, on peut leur demander des gages. Mais appliquer de manière, aveugle la loi me paraît quand même contre-productif pour nombre de cas où on pourrait mettre à profit, en quelque sorte, le sentiment de culpabilité d'un certain nombre de jeunes et qui comprennent progressivement que leur engagement au service du djihadisme n'est pas ou n'a pas été conforme à ce qu'on pourrait appeler la volonté de construire un monde moins injuste. Antoine Mégy. Sur le temps de la justice, c'est effectivement un des enjeux majeurs, mais qui n'est pas spécifique au terrorisme, sauf que là on a un flux de contentieux qui n'a jamais été aussi important, et finalement les audiences dont on parle ou les exemples que vous donniez tout à l'heure, c'est des départs en Syrie de 2012 jusqu'en 2014-2015. Donc avant les attentats, avant que la mémoire collective et politique française ait été bouleversée par ce qui s'est passé par les attentats de 2015. Donc on juge des affaires dans un contexte bien particulier, et paradoxalement, les affaires qui tourneront aux années 2015-2016, elles vont être jugées avec un temps décalé, donc dans un contexte, s'il n'y a pas d'autres attentats, qui sera différent. Donc on voit bien que là, il y a un vrai agenda entre le politique, le médiatique, mais aussi la réalité de la pénitentiaire et de la justice, qui est très différent. On juge aussi encore des affaires de 2007-2009, qui ont été mis de côté parce que effectivement face au flux on fait des choix de procédures qui sont importants. C'est assez rare, Ouais, mais donc du coup le contexte du moment modifie forcément les lectures d'événements qui sont plus d'un anciens. point de vue médiatique en tout cas. Après dans le jugement on essaye de s'il y a cette les pression magistrats médiatique comme vous dites, voilà. Ouais. Mais est-ce que la justice aujourd'hui justement se prépare alors à
afflux, je ne sais pas si on peut parler d'afflux, mais enfin en tout cas on nous dit sur les chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, voire du gouvernement, que 200 Français aujourd'hui qui étaient partis en Irak et en Syrie sont de retour en France et que 700 autres, ça, je crois que c'est à peu près les derniers chiffres qui circulent, seraient potentiellement des revenants, pour prendre le titre du livre du journaliste David Thompson, là, qui vient lui aussi de sortir. Est-ce que la justice se prépare d'une manière particulière justement à accueillir ces nouveaux arrivants, ces gens qui reviennent du djihad? Antoine Mégy. Effectivement, elle se prépare pas, elle s'est préparée. On a une volonté administrative et politique très forte. On a renforcé très fortement les autorités judiciaires au parquet, mais aussi à l'instruction. Je vous donnerai un autre chiffre qui... Alors, c'est un peu toujours difficile ces chiffres, hein, mais en octobre, au parquet de Paris, on donnait ce chiffre de 500 dossiers traités. 500 dossiers en cours de traitement. Donc ça parle quand même en flux de contentieux. Ils sont une 13 au parquet de Paris, quelque chose comme ça. Donc la justice, elle est prête. Ensuite, la question, c'est... malheureusement, on ne peut pas se préparer à ce qu'on ne connaît pas, et on ne connaît pas la question des retours, la question aussi d'autres personnes qui vont s'engager dans des groupes qui, eux, ne seront pas partis en Syrie, parce qu'aujourd'hui, on ne part plus en Syrie, parce que c'est impossible. On est revenu à une situation un peu comme l'Afghanistan dans les années 2000. C'était très difficile de partir en Afghanistan. En Syrie, ça a été très facile, donc ce flux, et aujourd'hui les frontières sont fermées. Donc la justice, elle se prépare. Ensuite, elle évolue aussi en fonction du nombre de contentieux. On met en place des nouvelles procédures. Donc la justice antiterroriste, elle devient une justice assez classique entre guillemets, même si elle reste très spécifique, voire d'exception pour certains. Ça, j'en suis pas si sûr, mais elle reste très spécifique. Mais elle s'intègre aujourd'hui dans ce qu'on appelle le flux des contentieux et une gestion managériale, d'où les comparutions immédiates, une forme de comparution immédiate qui vont être mises en place. Denis Bauzard. Le titre de l'émission, c'est Terroriste un jour, terroriste toujours. C'est vous qui nous l'avez inspiré, ce titre, parce que je vous ai entendu dans une interview il y a quelque temps sur France Inter, vous utilisiez cette formule-là, justement. J'ai un peu accusé le gouvernement de communication paradoxale, puisqu'il délivre des sommes enfin moi j'ai quitté mon travail 1 an pour être former les équipes anti-radicalité des préfectures, et en même temps, quand quelqu'un a fini sa prison 6 ans plus tard et qu'il dit je veux aider à déradicaliser d'autres, on vous dit terroriste un jour, terroriste toujours, ne lui faites pas confiance. Et pour moi, c'était une communication paradoxale qui a été très violente, parce que dans ces cas-là, on prend l'argent pour faire un Guantanamo à la française et on ne dit pas aux gens chercher des solutions pour leur faire le deuil de cette idéologie. Mais pour revenir sur votre propos, c'est pas que la justice qui doit être prête pour la question des revenants. Et il s'agit pas que des revenants. Je vous rappelle que le numéro vert que le gouvernement a mis en place a eu, juste sur 1 an, j'ai pas les derniers chiffres, sur 1 an a eu 13 000 appels validés comme des jeunes en lien avec une filière radicale par les préfectures. Donc ça veut dire que les jeunes à des niveaux différents ont été impactés par cette idéologie, notamment souvent par Internet. Donc il y a les revenants et il y a ceux qui ne peuvent pas partir mais qui sont à un niveau de radicalité aussi important que ceux qui avaient réussi à partir avant 2015, et il y a ceux qui sont à géométrie variable impactés. Donc tout ce monde-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Moi, je parle pas au moment de la justice, je parle après la sortie de prison, puisque là, on a je m'excuse de revenir sur Farid Benyetou, mais pour moi, c'est un emblème. Cette personne a fait sa prison, elle a repris un travail, et 6 ans plus tard, on nous dit, ça reste un terroriste malgré qu'on n'ait rien sur lui. J'ai des jeunes de 15 ans que je n'ai pas réussi à rescolariser. Parce les parents ont appelé, parce qu'ils ont fait de l'apologie du terrorisme, on a réussi à les stabiliser, je n'arrive pas. J'ai des jeunes de bac+5 qu'on a récupérés à la frontière, qui n'ont jamais tué personne, mais qui ont adhéré à l'idéologie, qui n'ont pas pu être embauchés pour faire des cartons à Carrefour, parce que leur nom a été vendu par la presse turque. Et moi, je demande simplement, quelle est notre posture? Est-ce qu'effectivement, on essentialise la posture de djihadiste, ou est-ce qu'on a une réflexion et des outils scientifiques pour se dire là, il a fait le deuil, et on va mettre tel processus pour surveiller qu'il a vraiment fait le deuil?
Alors a priori, on pourrait considérer qu'il n'y a pas d'essentialisation justement de la figure du djihadiste, dans la mesure où il y a des programmes de déradicalisation qui ont été lancés. Si on lance des programmes de déradicalisation, c'est bien qu'on espère que ces programmes vont réussir. Farhad Khosrow-Khavar, est-ce qu'aujourd'hui, on a, alors peut-être pas le recul nécessaire, mais enfin un premier recul pour savoir si ce n'est ce qui marche, en tout cas ce qui semble fonctionner et ce qui fonctionne moins bien, disons, aujourd'hui en la matière? À ma connaissance, on n'a pas les éléments nécessaires, mais on a des intuitions. D'abord, on a pris conscience du fait qu'il ne faut pas les mettre ensemble, qu'il y a quand même plusieurs catégories. Il y a ce que j'appelais les repentis, ensuite il y a les incertains, il y a ceux qui sont des cas psychopathologiques, et ils sont assez nombreux parmi les djihadistes, il faut en tenir compte aussi. Et il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les endurcis, c'est-à-dire qui sont du béton et qui ne changeront pas. Moi, je crois que les endurcis sont une petite fraction de ces jeunes et qu'on peut exercer une influence bienfaitrice sur les autres. Mais le problème de la déradicalisation, même si le mot me paraît gênant, mais est qu'il faut qu'on les amène à réfléchir sur leurs propres actes, sur leur propre itinéraire, à avoir une attitude critique et réflexive sur soi. Si on arrive, à mon avis, il y a de très fortes chances pour qu'une partie importante de ces jeunes, en un sens, se distancie du djihadisme et surtout de l'action violente. Si on n'arrive pas, et si c'est sous forme d'endoctrinement ou de désendoctrinement au sens banal du terme, moi je crois que on ne réussira pas à les faire changer d'avis, et que une fois sortis, ils peuvent très bien revenir à leur foi ancienne, c'est-à-dire l'identification abusive de l'islam et du djihadisme. Il y a une catégorie de cette population qui n'a pas encore été évoquée, qui est celle des enfants, et qui est évoquée dans un entretien très intéressant, le procureur de la République François Molins, dans le journal Le Monde, c'était en septembre dernier. Il disait ceci à leur sujet, qu'ils soient nés en France ou en Syrie, puisqu'il y a des familles qui partent, et puis il y a des enfants qui naissent du coup sur les terrains de combat. Ces derniers, donc les enfants, auront vécu leurs premières années dans un contexte effrayant d'endoctrinement. Certains primo-adolescents mis en scène dans des vidéos d'exécution qui subissent des entraînements militaires vont constituer de véritables bombes à retardement. Est-ce que vous partagez ce constat les uns et les autres, Dunia Bouzar? Absolument, je partage tout à fait ce constat, mais je voudrais revenir sur ce qu'a dit Farhad Khosrow-Khavar, parce que mes premiers travaux ont été très mal compris. Ce que j'ai remarqué, c'est que dans l'embrigadement relationnel, c'est-à-dire l'adhésion au groupe, il y a effectivement des techniques qui sont utilisées par des mouvements sectaires au niveau de l'adhésion au groupe, mais par contre, effectivement, il n'y a pas d'embrigadement, d'endoctrinement au sens propre du terme pour des adultes, mais bien un engagement, une adhésion à un groupe et à une idéologie. Et ce que dit Farhad Khosrow-Khavar est tout à fait juste. Nous, sur les 1000 jeunes qu'on a suivis, on l'a vraiment senti. Il faut arriver à donner des informations nouvelles sur l'idéologie et sur la réalité des groupes pour que le radicalisé lui-même commence à avoir des doutes sur ce fameux écart entre son idéal, son besoin et la réalité du projet auquel il adhère. Et c'est lui qui doit faire ce travail. Et c'est ce que Farid fait dans son livre. À chaque fois, il nous explique qu'est-ce qui a fait qu'il s'est posé une question, comment il a douté, comment il effaçait ses doutes, comment il revenait sur ses doutes. Les enfants, oui, on peut parler là d'endoctrinement. Par contre, bien entendu, là, on est dans un autre registre et on n'a encore pas commencé à travailler pour les enfants. Et on est dans quel registre d'un point de vue judiciaire, justement, par rapport à ces mineurs, enfants et adolescents? Alors, sur les enfants nés en Syrie, il n'y a aucun recul et aucune affaire qui a été traitée. On a des mineurs qui sont partis, mais ça reste des personnes qui sont engagées. Ensuite, il y a une autre catégorie d'acteurs dont on n'a pas parlé, c'est les femmes. Et la question des femmes, elle est centrale, notamment parce que aujourd'hui, les femmes, elles ont changé de statut au niveau du traitement judiciaire, puisqu'auparavant, elles n'étaient pas mises dans les procédures en tant que suspectes. Elles étaient écartées de la procédure judiciaire, et depuis cet été, on sait qu'on intègre de plus en plus de femmes dans des procédures et aussi en détention provisoire. Donc on voit que la position, que ce soit les femmes, les maris, les jeunes hommes ou les enfants, cette position-là, elle fluctue dans le traitement judiciaire en fonction aussi des contextes. Farhad Khosrow-Khavar, et ce sera le mot de la fin. Moi, je crois que les femmes
pose un vrai problème. On pense qu'ils sont, enfin, celles qui ont été en Syrie sont aux alentours de 10%. Elles ont un certain nombre de spécificités et dans la manière dont il faudra réfléchir avec elles, à mon avis, il faudra introduire ces spécificités qui ne sont pas celles des hommes. Et là, il y a des différences majeures, même si sur un certain nombre de points, elles partagent en quelque sorte les mêmes soucis que les hommes. Par exemple, pour les femmes de classe moyenne, prolétarisation, perte de no future, comme on dit, le sentiment que le monde est morose, d'un ennui terrible, etc. Mais tout ça, ça existe chez les hommes et chez les femmes. Mais il y a chez les femmes une autre spécificité liée au fait que, par exemple, surtout pour les adolescentes et les post-adolescentes, il faut leur donner la possibilité de s'affirmer. Je crois que la post-adolescence et l'adolescence dans nos sociétés se prolongent indéfiniment et c'est une situation transitoire, si vous voulez, qui peut créer des problèmes énormes sur le plan psychologique chez des individus, qui ne sont ni enfants, ni adultes, mais qui vivent cela très mal. Et là, je crois que Daesh, avec sa manipulation, mais aussi sa capacité de faire du branle-bas, leur a fait miroiter aux yeux l'illusion qu'elle pourrait sortir de l'adolescence attardée, elle pourrait s'affirmer et elle pourrait devenir mère, ça veut dire adulte. Merci beaucoup Farhad Khosrokhavar, Dounia Bouzar et Antoine Mégy. Il faut jamais donner la parole en dernier à quelqu'un qui est au téléphone parce qu'il ne voit pas les gestes que je fais car il est déjà 19h un petit peu passé. Merci vraiment en tout cas à tous les trois. Les références de vos livres respectifs, c'est sur notre site franceculture.fr à la page du grain à moudre. On se retrouve demain à 18h20. Merci évidemment à toute l'équipe du grain.